écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans ce nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. Nous sommes avec le professeur Mustapha Al-Khadili qu'on ne présente plus. Salut Mustapha. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, toujours un plaisir de vous retrouver. Et de vous retrouver les auditrices et les auditeurs qui lancent des messages d'appréciation et de suggestions de sujets. Je les encourage vivement pour qu'on puisse aussi comprendre, nous aussi, auprès des autres historiens, des autres chercheurs, des sujets qui sont mal clarifiés, si j'ose dire. Ouais, écoute, tu peux prendre au hasard, tu vas toujours trouver quelque chose de mal qualifié. En tout cas, chez nous, aujourd'hui, on va parler de l'arrivée en 1905 du Kaiser Guillaume II, empereur d'Allemagne, à Tanger. Visite éclair d'une demi-journée en Burnous, où il a traversé la ville à cheval. Ouais. Et pourquoi cette visite, les conséquences, enfin cette espèce de période, de toute façon, de début du XXe siècle est extraordinaire à raconter. Et on compte sur toi aujourd'hui pour nous éclairer sur cette visite. Eh bien, nous sommes au début du XXe siècle. Un moment très important pour l'histoire du Maroc, parce que pratiquement toute l'Afrique est colonisée. Il nous reste encore le Maroc et l'Éthiopie. Et en 1903, l'entente cordiale des Britanniques et des Français, ça y est acquise entre les deux, parce que les Britanniques, en quelque sorte, se tenaient jusqu'à un moment donné l'indépendance du Maroc. Donc, ils se mettent d'accord sur le Soudan égyptien, comme faisant partie du Dominion British. Et en échange, les Britanniques reconnaissent ses droits sur le Maroc avec la sous-traitance aux Espagnols. Ça, cela date de 1903. Donc, à partir de ce moment-là, pour les Français, le Maroc était une question de temps, ni moins, ni plus. C'est ça. Puisque les Britanniques ont levé la main. Ils ont lâché l'affaire. Mais pas encore les Allemands. Puisque avec ce traité de 1903, les Allemands vont continuer un petit peu leur forcing pour pas forcément rentrer au Maroc, mais en tout cas empêcher la France d'obtenir le Maroc. Nous sommes dans un jeu de compétition entre les deux ennemis intimes dans l'histoire européenne qui ont structuré pratiquement toute l'histoire du 18 et depuis au moins Napoléon. L'unité allemande, plus tard, l'arrivée de Bismarck, la conférence de Berlin. Vous savez, Bismarck, si on en revient, il a fait plusieurs conférences à Berlin. Une sur les Balkans, ça nous a donné la balkanisation. Nous sommes en 1878, si je me rappelle bien. Ça nous a donné la balkanisation, l'héritage ottoman et l'éclatement de l'Empire ottoman côté européen. La deuxième conférence, peut-être un an plus tard, 1878 ou 79, ou la même année, sur la Tunisie. La Tunisie, Bismarck donner à la France son droit sur la Tunisie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bismarck qui donne la Tunisie à l'Allemagne. Parce que c'est l'Italie qui la voulait. On dit à l'Italie, ok, on vous cédera la Libye plus tard. Regardez les Européens, comment à l'époque ils structuraient cette histoire de colonialisme. Je te donne, tu me donnes, ça t'appartient, ça t'appartient pas, etc. Mais en même temps, les Bismarck, l'Allemagne, ils n'étaient pas encore dans la stratégie de l'alliance avec les Ottomans qui va se révéler par la suite. Et du coup, il retarde en quelque sorte la colonisation de la Libye par l'Italie. Mais l'Italie, au début, voulait la Tunisie. Et donc, il réunit les belligérants, la France et l'Italie, en Allemagne, pour moi, je veux rien. Écoutez, moi, je veux juste faire l'arbitrage. La dernière des conférences de Berlin, c'est ce qu'on appelle l'émergence du droit international dans le domaine colonial. Ou le droit colonial dans le cadre du droit international. C'est la fameuse conférence de 1884-85 où on va établir les règles de l'occupation de hinterland et de la compétition et de la colonisation de pays africains qui ne l'étaient pas encore à partir des côtes. Et c'est là que la théorie de hinterland, et chacun doit occuper ce qu'il a devant lui à partir des points maritimes. Donc on va la répéter parce que tu l'as expliqué dans un podcast, c'est le fait d'avoir un comptoir ou une ville sur la côte te donne le droit de conquérir l'arrière-pays. Absolument, c'est ainsi qu'on peut comprendre un petit peu la cartographie des pays africains aujourd'hui. Oui, en particulier en Afrique de l'Ouest, où on a l'impression que c'est des couloirs qui donnent sur la mer. Oui, le meilleur qu'on voit aujourd'hui sur la carte, c'est la Gambie à l'intérieur du Sénégal. Domaine britannique, puisqu'ils étaient là. Et autour, au nord, à l'est et au sud, vous avez un autre État qui s'appelle le Sénégal. Donc.
Juste deux remarques pour nous aider à comprendre. Tu parles d'une colonie italienne, d'une volonté italienne de s'installer en Libye, en Tunisie, volonté allemande. C'est des pays, ces deux-là, qui vont être alliés d'ailleurs dans le XXe siècle en commun de n'avoir pas d'empire, contrairement à la France qui avait déjà c'est une bonne partie de ses colonies. Ne parlons pas de l'Espagne et du Portugal qui s'était intéressé et de l'Angleterre. Donc est-ce qu'ils essayaient de rattraper un retard ou c'était quoi la logique derrière tout ça? Disons que les deux puissances coloniales dans l'histoire qui étaient l'Espagne et le Portugal ont perdu de leur prestige. Ils ont perdu l'Amérique du Sud. Ils ont perdu l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Les Britanniques ont perdu les États-Unis. Le Canada reste un petit peu une sorte de domaine d'une manière indirecte. Ils ont encore les Indes, ils ont encore... Ils ont encore les Indes. Les Britanniques apparaissent comme en expansion extraordinaire. C'est le Portugal qui demande cette conférence de Berlin parce qu'il n'a plus les moyens de défendre ses positions en Afrique. D'ailleurs, le Portugal et l'Espagne, ils sont premières puissances coloniales dans l'histoire. Et c'est les dernières puissances coloniales en Afrique. Le Portugal a perdu ses dernières positions, le Mozambique et l'Angola en 1974. Ça a switché directement sur l'expérience démocratique, la fin du régime totalitaire de Salazar, la révolution des œillets, c'est pour ça qu'on aime beaucoup les noms de fleurs dans les histoires de révolution, parce que c'est une révolution pacifique. L'armée portugaise a refusé de réprimer les manifestations qui étaient au Portugal. C'est le début d'une nouvelle phase dans l'histoire du Portugal. C'est exactement la même chose en Espagne, je veux dire, avec la mort de Franco. La perte de la dernière position coloniale espagnole dans le monde, si on peut dire, c'est le Sahara qui devient marocain à partir du moment de la Marche verte, on est en 1975. Et bien c'est exactement le moment où l'Espagne passe vers la transition démocratique. Donc regardez comment deux régimes totalitaires qui ont structuré le XXe siècle, espagnol et portugais, qui étaient les premières puissances depuis le XVe et le XVIe siècle, se trouvent à la fin du 19e, début 20e dans une position très faible et c'est le Portugal qui va demander ce congrès de Berlin. Revenons à notre empereur Guillaume II qui... Rappelons-le, débarque à Tanger en 1905. En mars, 31 mars 1905. Mais pourquoi donc? Après l'alliance cordiale entre la France et les British en 1903. Donc le Maroc est en attente d'être... est en attente, ça y est, il est acquis pour les Français. Et là, pour justement acter sa désapprobation de ce projet qui concerne le Maroc, il vient à Tanger. À l'époque, nous sommes à l'époque du sultan Abdelaziz. On peut dire, mais pourquoi il se tient? Est-ce qu'il aime beaucoup le Maroc? Pas forcément, parce que c'est une question d'intérêt. En tout cas, pour lui, son voisin intime, son ennemi intime, ne doit pas avoir cette portion de territoire. Parce que c'est à ce moment-là, suite à sa visite d'ailleurs, qu'il va multiplier les missions diplomatiques au Maroc avec beaucoup de consulats. Et avec Abdelhafid, on va voir après, les sociétés allemandes vont avoir beaucoup de concessions au Maroc, les sociétés minières. Et donc, ils vont commencer. Avant 1912, les sociétés allemandes, notamment dans la région du Sousse, c'est pour ça qu'en 1911, en juillet 1911, l'histoire du Panther, la marine militaire le cuirassé, arriva à Agadir. Pourquoi Agadir? Parce que la région du Sousse était presque un domaine exclusivement allemand. Ils avaient obtenu des permis d'exploration pour les mines. C'est-à-dire entre Agadir et Taroudant. Attends, je veux comprendre. Qui leur donne ces permis? C'est le pouvoir marocain? Oui. C'est le pouvoir sultanien? Oui, surtout à l'époque de Moulay Hafid. Oui. D'accord. Donc, il traitait avec le sultan, Moulay Abdelaziz, pour avoir des concessions minières et des autorisations de forêt, des choses comme ça. C'est pour ça que je dis la visite du Kaiser à Tanger, pas forcément parce qu'il aimait le Maroc ou parce qu'il soutenait le Maroc, parce que c'est une question d'intérêt. Bien sûr. Mais ces intérêts se recoupaient avec les intérêts des Marocains à l'époque, c'est-à-dire sauvegarder l'indépendance, ne pas être colonisé par la France ni par quelqu'un d'autre. Sauf qu'Abdelaziz était déjà acquis aux Français en quelque sorte. Donc il rencontre Abdelaziz à Tanger? Non, Moulay Abdelaziz ne se rend pas à Tanger, malheureusement. C'est la première fois dans notre histoire tout entière qu'on reçoit un chef d'État. On n'a jamais reçu des chefs d'État. On recevait des ambassades, des gens qui venaient en mission. On avait des consulats dans la plupart des villes côtières, et même à Marrakech et à Fès, en plus de Tanger, Jdida, Asfi, des fois Zemmour. Jusque-là, on avait une relation diplomatique basée sur les ambassades qui venaient en mission ou les consulats qui étaient là d'une manière fixe pour entretenir les relations. Et est-ce qu'on avait des ambassades à nous en Europe? Non, on envoyait des ambassades. Ce qu'on appelait les ambassades, c'est des missions qui allaient dans le temps sur un sujet donné, sur un dossier donné, sur une convention quelconque, sur un achat, sur une vente, etc. et qui revenaient. Mais on n'avait pas de représentation permanente comme c'était le cas. Après, Tanger, c'est là que Tanger émerge comme une sorte de porte du Maroc et une ville consulaire, comme on disait. C'est-à-dire, les chefs des réseaux consulaires européens qui étaient installés au Maroc étaient installés à Tanger. C'est pour ça que Tanger a obtenu un petit peu ce statut symbolique de ville des consuls, ville consulaire où il y avait beaucoup d'étrangers, beaucoup de représentations diplomatiques. Vous savez, la seule position américaine à l'étranger se trouve à Tanger, ce qu'on appelle aujourd'hui la légation, depuis l'époque de Moulay Slimane, je crois, 1820. Ils ont le
seul bien que les Américains possèdent à l'extérieur des États-Unis, c'est la légation américaine à Tanger. Donc on voit comment cette ville de Tanger était devenue une sorte de hub international, en tout cas pour le Maroc, et un lieu de communication, de diplomatie, également de commerce. C'est pour ça aussi que le sultan avait un représentant qui, en son nom, traitait les affaires avec les consuls. C'est pour cela que... La capitale du Maroc à ce moment-là est Fès. Donc c'est-à-dire le sultan est installé à Fès ou à Marrakech? Entre les deux. Fès Marrakech, on avait toujours Fès Marrakech. Les sultans se baladaient toujours entre les deux capitales quand ils ne sont pas en tournée quelque part dans le Maroc. Mais bon, nous sommes à l'époque d'Abdelaziz. À un moment donné, il a été intronisé à Rabat. On se souvient, en 1893, la mort de son père en juin, Hassan Ier. Ensuite, il vient vers Marrakech et puis il se fixe à Fès. Il ne bouge plus, Moulay Abdelaziz. Donc il ne va pas recevoir... Non, c'est le pacha de la ville, Benhima, qui s'occupe de recevoir le Kaiser et qui prononce un discours. Celui de soutenir l'indépendance du Maroc. Et pour les Français, c'était le warning, c'était l'alarme tout entière. Et il repart le jour même. Alors, est-ce que c'était son plan? On n'en sait rien. Peut-être les archives allemandes pourraient nous éclairer sur ça. Est-ce qu'il était déçu? On n'en sait rien, mais en tout cas, le temps qu'il passe à Tanger est très court, il ne rencontre pas le sultan, il discute avec le pacha s'occupe bien de lui, mais il continue son chemin d'ailleurs, il était sur la route c'est là qu'il a visité Jérusalem des Ottomans, la ville sacrée des chrétiens, des musulmans et des juifs dans leur ensemble, et de là il se rend à Constantinople. Je crois que l'empereur Guillaume avait visité Constantinople 2 fois. L'une des fois, c'était pendant ce transit il vient d'Allemagne, Tanger, et puis il continue son chemin en Méditerranée, dans son cuirassé, dans son bateau, et il revient. Question rapide, Constantinople n'est pas encore Istanbul, là, si? On l'appelait Istanbul depuis l'époque ottomane. D'ailleurs, en ottoman, là en turc, en arabe, ça devient Astana, des îles Astana, c'est Istanbul, sous les Ottomans. C'est après la conquête de Mohamed? Oui, après on lui change de nom. Extrait du discours de Guillaume II. J'espère que sous la souveraineté chérifienne, un Maroc libre restera ouvert à la concurrence pacifique de toutes les nations sans monopole et sans annexion sur un pied d'égalité absolue. Voilà, on est vraiment dans le commerce là, plus que dans le principe. Exact, le mot concurrence renvoie à ces histoires de commerce que tous les pays européens ont le droit d'avoir le commerce, y compris ce qui est derrière les concessions minières, parce que c'était l'enjeu, nous sommes en plein boom de la révolution industrielle, de la production industrielle, donc on avait besoin de matières premières. C'est pour cela que cette question d'aucun pays européen ne devrait avoir le monopole. C'est parce que le protectorat ou la colonisation, c'est une question de monopole. C'est après, de gré à gré entre la puissance qui colonise quelque part, qui peut discuter. Mais à Berlin, en 1884, on a établi certains principes. Par exemple, les grandes voies de communication fluviales sont ouvertes à tout le monde. Le fleuve Niger, par exemple, le fleuve du Congo, l'origine de cette conférence. C'est-à-dire, on a établi un certain ensemble de règles où la concurrence était respectée, que toutes les nations européennes avaient le droit d'usage, même quand un morceau de territoire est possédé par une autre puissance européenne. Moi, ce qui est amusant avec le recul, quand on découvre cette histoire, c'est que je suis assez amusé de constater les précautions en termes de droit, les grandes notions pour quelque chose qui fondamentalement est complètement brutal, qui est l'impérialisme. C'est-à-dire, j'arrive parce que je suis plus fort qu'un pays africain, où je m'installe chez lui et ensuite j'invente un droit qui vient se greffer sur ce qui est à la base une invasion, plus ou moins. Oui, mais c'était considéré comme positif dans l'esprit européen à l'époque, c'était des histoires d'impérialisme et de colonialisme. On se revendiquait même colonial. En France, on avait créé une coalition qu'on appelait le Parti colonial, c'est-à-dire les gens qui soutenaient les projets colonialistes de la République. Il n'y avait pas de parti politique appelé comme tel, mais il y avait une sorte de coalition au sein du Parlement français. Je veux dire, on était colonialiste et fiers de l'être. Revenons à l'arrivée, donc Guillaume II arrive, est reçu par Monsieur Benhima, c'est bien ça, le pacha de Tanger. Absolument. Voilà, qui est un ancêtre celui qui va devenir ministre. Oui, mais ministre, et même ses parents ont été des ministres. Dans les années 60-70, d'ailleurs pour l'histoire, l'un des deux Benhima, je crois que c'est le père de l'actuel, était ministre de l'Éducation, il était contre l'arabisation. Il n'a pas été suivi. Guillaume arrive, passe sa demi-journée, fait son discours, part et lance son message. Le Maroc doit rester ouvert à la concurrence et ne pas tomber sous la coupe d'une puissance ou d'une autre. Il pensait aux Français. Quelle sera la réaction des Français par rapport à cette visite? Elle est brutale, mais la proposition de Guillaume, quand même, il n'est pas venu les mains vides. Il suggère aux Marocains de demander aux Européens, y compris aux Français qui ont l'œil sur le Maroc, de faire une conférence pour discuter
de gré à gré, si j'ose dire, avec les Européens pour sauvegarder les intérêts du Maroc. C'est ce qu'on appelle la conférence d'Algeciras qui a eu quelques mois plus tard. Il s'est terminé en avril 1906. Et c'est là, au lieu de revenir, si j'ose dire, gagnant, souverain et égal à égal avec les Européens, c'est le début un petit peu de la fin, puisque le Maroc va accepter beaucoup de mauvaises conditions qui sont en sa défaveur. Par exemple, il y a quelques décisions, la création de banques d'État du Maroc, mais avec des capitaux étrangers. Donc, c'est les étrangers qui allaient... Avant de rentrer dans les décisions de cette conférence, on va expliquer donc que c'est avril 1906, évidemment à Algeciras, donc de l'autre côté du détroit, juste en face. Ouais. Et que participent l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, l'Espagne, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, le Maroc, bien sûr, le Pays-Bas, Portugal, Russie et Suède. Comment tu peux nous expliquer cet extraordinaire casting pour s'intéresser à notre sort? C'est un deuxième Berlin 1884 en quelque sorte. Les seuls absents, c'est les Ottomans de cette conférence. C'est les seuls qui manquent par rapport à la liste qui a eu lieu à Berlin en 1884. Mais que font par exemple les Suédois, les Russes dans cette affaire? Ils sont toujours là, les Européens, pour trouver le modus vivendi, n'ont pas d'intérêt colonial direct, a priori, mais comme témoins. Même les États-Unis, ils sont là. Oui, bien sûr. Je veux dire, ils n'ont aucun intérêt colonial direct, mais c'est une colonie, c'est une colonie il n'y a pas si longtemps. C'est des témoins qui assistent et qui prennent note et qui doivent intégrer ces décisions-là parce qu'ils sont concernés aussi par le commerce, par la concurrence, par beaucoup de choses. Alors, qui va représenter le Maroc à cette conférence? Qui est le chef de délégation? Le chef, je crois que c'est Torres, l'Arbi Torres. Il était très âgé, 86 ans. On voyait un vieux bonhomme à une conférence comme ça. C'est le père de Abdelkhalq? Je crois que c'est le père ou le grand-père. D'accord. Khaled Titouan. Ensuite, il y a dans sa délégation également quelques noms qu'on va retrouver dans l'histoire. Le fils de Madani Ben Nis, le héros de l'Aïta de Ben Nis à l'époque de Hassan Ier. Oui, dont le papa est cité dans le podcast sur la révolte des tanneurs. Donc on parle de Abdelrahman Ben Nis. Voilà. Et puis, il y avait également quelqu'un qui va occuper la scène durant tout le temps colonial, un certain Mokri. Oui. Il était également dans la délégation. Alors lui, le Mokri, va être grand vizir de 1919 à 1955. Il traverse toute la période. C'est à ce moment-là qu'il émerge en quelque sorte. Et puis il est allé jusqu'à devenir ministre des Finances et des Affaires étrangères, je crois, sous Abdelhafid. Et en 1910, il est envoyé par Abdelhafid avec Abdallah Al-Fassi, l'oncle de Hallal, pour négocier également le retrait des Français de la Chaouia. Et il revient avec un brouillon d'un projet de protectorat. Donc pareil, je veux dire comme à Algeciras, on revient bredouille, on part pour réussir une mission dans l'intérêt du Maroc et finalement on revient presque les mains vides si j'ose dire, voire même pire, parce que encore je me rappelle très bien les gens qui ont étudié chez Abdallah Ibrahim, le fameux ancien premier ministre qui était en 1958, il enseignait à la fac, il ne focalisait que sur le traité d'Algeciras sans l'enseignement en disant c'est la base de la compréhension de ce qui va avoir lieu non seulement comme prémisse du temps colonial, même après pour comprendre l'ensemble des politiques suivies au temps colonial et comment le Maroc a perdu sa souveraineté en acceptant les conditions qu'on lui avait émises. Et je crois qu'il y en a une 80, 60 ou 80 alinéas dans cet accord d'Algeciras. On va y arriver. On va juste citer pour terminer ce casting un certain Abdelhadiz Nibar qui fait partie également de cette délégation. Je crois que c'est une famille de Saleh. Oui, et Mohamed Sfar. Voilà. Je crois que c'est le fameux ambassadeur. Donc, parmi ces 80 ou 60 résolutions, quelles sont les plus marquantes? La Banque d'État, d'abord. L'installation des policiers espagnols et français, parce qu'il y a toujours une histoire de dette dans les ports, pour qu'ils puissent collecter les taxes sur les importations et les exportations pour qu'ils se fassent rembourser, parce que Abdelaziz, bien sûr, s'y alourdit. Alors, vous vous rappelez l'amende de Tétouan. Oui. On continue toujours à payer aux Britanniques ce qu'ils nous ont prêté. On paye aux Britanniques qui nous ont prêté pour payer les Espagnols. Les Espagnols. Et après, quand Abdelaziz arrive, il emprunte. Et du coup, je veux dire, la dette finit par achever notre trésorerie. Et du coup, même nos ports sources de taxation, il y a les Espagnols et les Français. Qui se servent directement. Nous ne parlons plus de la taxation qui nous venait du commerce transsaharien, qui était complètement asphyxié, puisque les Français occupaient déjà Timbuktu, la Mauritanie, le Sénégal.
Donc il n'y a plus rien qui vient du côté sud, si ce n'est des bribes. Il n'y a plus que le commerce maritime, méditerranéo-atlantique, qui continuait un petit peu comme une bulle d'oxygène, mais c'était pas suffisant vu que les recettes allaient pratiquement, je crois, je sais plus, le quart ou la moitié des recettes allaient dans les poches des Espagnols et des Français pour se faire rembourser leur emprunt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme décision à part cette... C'est les suites politiques, parce que figurez-vous que nous sommes avant la fin de la conférence d'Al-Jazeera, je crois, si je me souviens bien, j'ai peur de me tromper de la date, l'assassinat du docteur Mochan à Marrakech, en mars 1906, exactement. C'est-à-dire comment on a commencé, une autre partie de l'élite marocaine commence à ébruiter ce qui se passe au niveau d'Al-Jazeera, et comme quoi Abdelaziz est en train de vendre le pays à l'étranger. Donc le brouhaha, parce que vous pouvez imaginer, le peuple n'était même pas au courant. Sauf que le peuple est devenu au courant, par quel mystère, on peut deviner. Et c'est là qu'il y avait quelques consulats, quelques personnages étrangers, français, allemands, espagnols à Marrakech. Et c'est là que la population de Marrakech s'attaque à un Français qui était le docteur Mochan. Et ils l'ont assassiné dans sa maison, à Bab Doukala, je crois. Et la réaction des Français, c'était là que notre Lyotti arrive d'Algérie pour occuper Oujda. Oui. Et exiger du Maroc une réparation sur l'assassinat du docteur Mochan. Donc là, ça nous donne les prémices du début de la révolte contre Abdelaziz par son frère Moulay Abdelhafid, qui commence à travailler l'opinion publique contre son frère et à, bien sûr, travailler les élites, les caïds, pour le soutenir dans son projet, puisqu'on va reprocher à Abdelaziz, bien sûr, l'acceptation de l'ensemble des conditions en défaveur du Maroc à Al-Jazeera. On va lui reprocher également que les Français ont occupé le Touat, qui fait partie aujourd'hui de l'Algérie. Il ne réagit pas. On lui reproche également qu'il ne réagit pas face à l'occupation d'Oujda. Et un peu plus tard, on va lui reprocher également l'occupation de Casablanca en août 1907. Il ne réagit pas non plus. Ça va lui coûter son poste. Ça va lui coûter son poste, et c'est ainsi que Moulay Abdelhafid, avec son groupe, avait réussi à convaincre. Mais n'oublions pas que le consul allemand de Marrakech, vu les résultats désastreux selon leur point de vue, leur intérêt à Al-Jazeera, malgré que la notion de concurrence continue à être respectée. C'est-à-dire que toutes les nations européennes pouvaient commercer avec le Maroc, avoir des concessions au Maroc sans distinction. C'est une question d'intérêt allemand. Mais en même temps, ils voyaient que les Français et les Espagnols avaient mis l'option définitive sur le Maroc. Donc, ils sont en quelque sorte derrière. D'ailleurs, ils seraient récompensés parce qu'avec Abdelhafid, ils vont avoir plusieurs concessions. Et c'est là que, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, beaucoup de sociétés allemandes minières, on parle beaucoup de la société des frères Mannesmann, l'une des sociétés les plus connues. Société de quoi, pardon? Mannesmann. C'est-à-dire Mannesmann, une société allemande, je crois qu'elle existe toujours. Ils fabriquent les canons, ils fabriquent beaucoup d'outils, je crois, peut-être même les voitures, j'en sais rien, des armes, etc. Mais en tout cas, c'est des industriels allemands. Ils envoyaient leurs ingénieurs et leurs agents pour faire l'exploration minière. Et la région du Souss, c'était par excellence leur domaine de prédilection. D'ailleurs, on a les premiers ethnologues allemands qui sont arrivés au Maroc, c'est des Allemands. Hans Stumm a étudié le parler du Souss, de Tashlahit Souss, traduit en allemand, je me souviens bien, en 1884-1886. On a l'un des premiers textes, Schluch allemand, d'ailleurs, Schluch, c'est assez rigolo sur ça. Donc, sur le parler de Tazerwald. Tazerwald, c'est une ville capitale d'Ismaili, de Sidi Ahmed Moussa, Hussein Hach, mais il y avait une sorte de principauté là-bas qui était très puissante. Et c'est là que les sociétés allemandes avaient ces concessions minières et du coup, qu'ils ont continué. Je veux dire, les Allemands ont gardé cela. La France leur a garanti cela après le deal de 1911. Ils n'ont perdu leur privilège, si j'ose dire, au Maroc avec la Première Guerre mondiale. Il faut qu'on parle de la canonnière SMS Panther. Juillet 1911. Juillet 1911, donc on parle d'un bateau de guerre qui vient stationner dans la baie d'Agadir. Berlin, toujours. Les Français étaient à Casablanca. En mai 1911, l'armée française sort de Casablanca pour intervenir à Fès. Moulay Hafid, assiégé par les tribus, accusé lui aussi de nouveau de vouloir vendre le pays. Comme son frère, avec le Glaoui qui s'échappe. Et le Madani, qui était le grand vizir. Son fils était le ministre de la guerre, un jeune fils, un jeune enfant, qui était ministre de la guerre, du gouvernement. Et c'est là que le Madani, le Glaoui, s'échappe. Il ne pouvait pas revenir à Marrakech, ni par le Moyen Atlas, ni par Rabat. Il se savait foutu par les tribus sur sa route. Et il fait le choix de passer à Oran. Et d'Oran, il loue un bateau pour venir jusqu'à Souira, pour venir jusqu'à Marrakech, pour remonter de nouveau à Tlouet. Et c'est là qu'il demande de l'aide aux Français, et donc les Français interviennent dans les affaires marocaines, mettent les pieds, comme on dit,
dans le plat. Et l'armée part de Casablanca, Rabat, Qnitra. Il traverse le Sbou dans un point, Sidi Qassem, c'est là qu'il l'appelle Petit Jean, parce que dans une escarmouche avec les tribus locales là-bas, ils perdent un soldat qui s'appelle Petit Jean et ils appellent le lieu Petit Jean. Et ils arrivent à Fès par Zagota, au-dessus de Bni Ammar, Moulay Idriss Zerhoun. C'est-à-dire, on peut imaginer qu'ils avaient fait Rabat, Khmissat, Meknès directement. Non, ils sont passés pour le nord parce qu'ils avaient peur de traverser la forêt de Ma'moura, dont on ne savait pas trop si on pouvait bien se défendre une fois à l'intérieur de la forêt. Donc ils viennent par Qnitra, Sidi Qassem, Bni Ammar, Zerhoun, et ils passent directement à Fès. Donc c'est là qu'ils interviennent, c'est là qu'ils dégagent la ville de Fès en mai 1911. Et tout de suite après, qu'est-ce qui se passe? Les Espagnols bougent de l'Arèche et elles rentrent jusqu'à Qasr el-Kbir, maritime. Donc on est dans l'application du traité d'Algésiras. Non, de Berlin. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'ARPI. Absolument. À partir d'un port. Absolument. Par l'Arèche, ils arrivent jusqu'à Qasr el-Kbir. Là, c'est dans le nord, c'est les Espagnols. Dans le nord. Et les Français rentrent jusqu'à Fès, à partir de Casa. Et les Allemands arrivent à Gadir en disant vous êtes là-bas. Les Espagnols sont là-bas. Nous aussi, on est là-bas. C'est-à-dire, on pouvait imaginer deux choses. Avoir une Gambie au niveau d'Agadir. Par exemple, on pouvait imaginer deux choses, effectivement. Quand on avait failli avoir des frontières coloniales basées sur ce fait-là, Maroc partagé entre trois puissances coloniales. Oui, en plus de la France et de l'Espagne, l'Allemagne. On aurait eu l'Allemagne. Ouais. Ou bien le déclenchement de la Première Guerre mondiale carrément au Maroc. C'est-à-dire, ils vont s'affronter soit au Maroc, soit là-bas sur leurs frontières. D'ailleurs, je veux dire, si on avait patienté quelques années, si on avait tenu le coup quelques années jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, je crois que l'histoire aurait changé son cours, son parcours, puisque cette animosité franco-allemande a failli jouer en notre faveur, mais malheureusement, ils se sont entendus, et finalement, l'Allemagne a eu deux concessions de la part des Français. Il a obtenu le Cameroun. Avec un K. Le Cameroun, oui, avec un K. Oui, tout à fait. Un Cameroun et le Togo. D'accord, qui sont devenus des possessions allemandes, en plus de leur possession en Namibie, qui va devenir une concession, un mandat des Britanniques, qui va être annexé carrément à l'Afrique du Sud. Et ils avaient aussi en Europe de l'Est, Kenya, Tanzanie, Rwanda, Burundi aussi, c'était allemand. L'Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Est en général, qui était allemand. Après leur défaite. Donc, attends, il y a une négociation qui arrive avec cette présence de ce bateau de guerre. Absolument. Et donc, en échange de Cameroun-Togo, ils repartent. Ils repartent et ils laissent à la France ses droits, comme ils appelaient cela, au Maroc, et à leurs sous-traitants, les Espagnols également, leurs droits selon l'entente cordiale de 1903. C'est assez étonnant de se plonger dans ce monde où cet impérialisme, c'est le mot qu'il faut utiliser, il n'y en a pas d'autre. Oui. Comme ça, la loi du plus fort, un Maroc comme ça un peu livré aux appétits, un peu faible, affaibli par énormément de dettes, d'asphyxie financière, se trouve comme ça au milieu d'une bataille européenne. Tout à fait. D'ailleurs, je veux dire, on a presque l'impression que l'histoire se reproduit. Mais au fait, les contextes changent. Parce que si on revient à l'époque, oui, la caisse est vide, commerce transsaharien zéro, le commerce transatlantique et transméditerranéen réduit à moitié. Et c'est là que la taxation au Maroc augmente, c'est là que les impôts augmentent, c'est là que la pression du Merzan sur les tribus augmente, et c'est là que la CIBA, une nouvelle CIBA s'installe contre un pouvoir qui est devenu un peu agressif sur le plan interne. Et donc, du coup, ça nous a complètement, affaiblis de l'intérieur. Pourtant, et c'est de l'incroyable, si j'oserais dire, malgré toutes ces histoires de faiblesse, de pression fiscale, de répression, de guerre entre le sultan et des tribus, etc., certaines tribus ont trouvé le souffle lent pour résister jusqu'en 1934. Je veux dire, s'il y avait la caisse, s'il y avait le trésor, s'il y avait une certaine unité, s'il y avait beaucoup de choses, on n'aurait pas eu peut-être, et là on ne peut pas refaire l'histoire, en quelque sorte, mais en tout cas on peut toujours rester impressionné parce que malgré ce contexte, les tribus se battent jusqu'au bout, jusqu'en 1934, pratiquement de nouveau jusqu'à l'arrivée de Hitler. On avait parlé dans le podcast sur Bougafer sur le Badou comment Paris pressait Rabat d'en finir avec la guerre du Maroc, quels que soient les résultats, parce qu'il faut nous envoyer des militaires. Hitler venait de prendre le pouvoir en 1933 en Allemagne, les prémices étaient déjà là et donc il fallait fortifier la frontière, donc il faut en finir avec cette histoire du Maroc, quelles que soient les conditions, et c'est pour ça que on dit côté français qu'à Bougafer, il n'y avait ni vainqueur ni vaincu, quand même une grande puissance coloniale avec toute son armée, tous ses généraux, qui n'a pas réussi à vaincre une petite tribu de 400 ou 600 fusils qui défendaient, comme on disait, comme ils croyaient eux, leur honneur, et qui défendaient leur terre, l'indépendance, et qui pouvaient aussi offrir, s'ils avaient vraiment gagné,
une base de départ à une reconquête territoriale des Marocains et que peut-être l'expérience coloniale allait avoir sa fin dans les années 30. Mais nous sommes dans le contexte avant la Deuxième Guerre mondiale de nouveau. Et comment, je veux dire, cette histoire. Je rappelle que les Allemands n'ont pas lâché le Maroc pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont essayé d'aider la résistance marocaine, non par amour pour les Marocains, bien sûr, de nouveau, mais c'est juste pour affaiblir les Français et d'essayer de retenir le maximum possible des troupes françaises au Maroc. C'est la stratégie ottomane et allemande. Au nom de l'islam aussi également. Parce que c'est la même chose que les Français et les Britanniques vont faire dans le Hijaz pour provoquer ce qu'on appelle la révolte arabe. La révolte arabe contre les Ottomans, et vous voyez en parallèle, chacun essaie d'ouvrir les fronts à l'autre ailleurs et c'est ainsi que les puissances, en tout cas, qui étaient en compétition pendant la Première Guerre mondiale, ont mondialisé en quelque sorte le conflit. Les Français et les Britanniques ont réussi dans le Hijaz. Les Ottomans et les Allemands n'ont pas réussi au Maroc. Mais les Français et les Britanniques ont mis le paquet dans le Hijaz. Les Ottomans et les Allemands n'ont pas mis le paquet côté Maroc. Et surtout qu'il y avait aussi une sorte de méfiance entre les Allemands et les Ottomans. C'est pour cela aussi que leur projet n'avait pas très bien marché par rapport aux autres. Tu as parlé de la résistance des tribus qui ont résisté à cette colonisation, cette pacification comme ils l'ont appelé jusqu'en 1930. On peut aussi se poser des questions une petite minute ensemble sur la résistance du Mrzen qui affaiblit, passe d'un sultan à l'autre, à son frère dans un moment de grande instabilité, qui est asphyxié financièrement sous la tutelle européenne avec une quasi-insurrection de Bouhmara dans le nord et qui finalement finit par traverser tout ça et s'en sortir. Ça interpelle aussi. Oui, au niveau de l'analyse, je veux dire, il n'y a pas photo. L'équation est a priori très simple. Sauf que dans le traité de protectorat, il y a quelque chose qui est noté noir sur blanc. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là pour faire de l'Algérie française. Non. Nous reconnaissons votre pays, votre État. Nous reconnaissons votre autorité, le Mrzen. Nous reconnaissons votre religion. Nous nous engageons à respecter vos institutions, y compris les habous, les mains de main morte, ce qui n'existait plus en Algérie. Je veux dire, ils ont pris des gants. Parce que aussi cette question de droit international, et c'est une exigence bien sûr allemande, qu'il fallait absolument signer avec le Maroc un traité. C'est pour ça aussi qu'au début, les Français croyaient qu'en signant le traité, c'est une affaire réglée. Et le premier résident, je le rappelle, c'était pas Lyoté, c'était l'ambassadeur Regnault qui avait signé le traité de protectorat avec le sultan. Il a envoyé copie à son gouvernement pour que le Parlement vote, la valide. Parce que c'est pas, ils ont la procédure démocratique qui est ainsi. Je dirais, ils ont envoyé le traité, il est resté à Fès comme résident a priori. Il a même commencé un petit peu à gamberger pour organiser son administration. Sauf que de nouveau, comme en 1911, les tribus se révoltent quand l'information circule. Et ben on assiège la ville de Fès et on envoie Lyoté en mars-avril, je crois que c'est en mai 1912, je dirais, à 2 mois. Un militaire, parce que la chose est grave et c'est un militaire qui peut gérer les choses, c'est pas un civil. Même s'il a des militaires sous ses ordres, mais il a fallu, une unité de commandement entre le civil, le politique et le militaire, et c'est ainsi que notre général Lyoté arrive au Maroc pour dégager ce qu'on appelle la ville de Fès, parce que toutes les tribus de Jbala, du Moyen Atlas, du Rif, les limitrophes de la ville de Fès sont descendus pour défendre la souveraineté et essayer de battre ces Français qui ont imposé au sultan. Alors, sinon, si les tribus avaient gagné, qu'est-ce qui allait se passer? Parce qu'il allait se passer, c'est comme d'habitude. On allait désigner un nouveau sultan de la même famille, un nouveau frère de nouveau, et on serait parti comme si de rien n'était. Parce que c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'en 1911 mai, pourquoi Moulay Hafid demande l'aide des Français? Parce que les gens du Moyen Atlas, à leur tête, un qaïd d'Aït Mdir de la région de l'Hajb, qui s'appelle Aqal Boubdmani, qui s'est rallié, qui a réuni toutes les tribus du Moyen Atlas et de Jbala de nouveau avec un certain Al-Hajjami et qui ont élu un nouveau sultan, Moulay Zine, dans la ville de Meknès, le sultan inconnu. En mars, je crois. Moulay Zine qui n'a rien à voir avec... C'est un autre frère de Moulay Hafid. Non, c'est un autre frère de Moulay Hafid. Il est resté dans la famille. Non, on est resté dans la famille. Il a constitué son gouvernement. Gouvernement constitué par une élite, comme d'habitude, de Fès et de Meknès. Un chercheur américain, Edmond Burke, dans son dernier livre, a trouvé un document quand Aqal Boumdmani écrivit une lettre au consul britannique à Tanger, le suppliant de demander à son gouvernement, de demander au gouvernement français de nous laisser tranquilles pour régler nos problèmes. On n'a rien contre personne, mais on ne voudrait pas que quelqu'un rentre dans nos histoires. Ça ne regarde que nous. Malheureusement, ça n'a pas eu de suite puisque les Britanniques ils étaient déjà engagés avec les Français pour leur garantir leurs droits dans le Maroc, et parce qu'ils avaient obtenu le statut international pour Tanger, pour eux, ils étaient quittes, il n'y avait pas de problème. Et ça a donné... En tout cas, ça a donné les 5 zones.
Tanger international, le Maroc nord-espagnol, le Maroc français, une colonie espagnole à l'intérieur de la zone française de Sidi Ifni, et le Sahara division 2 entre un protectorat et une colonie. De toute façon, tout ça, c'était des schmilblick du droit colonial et du droit international, comme il l'appelait à l'époque. Et surtout du droit du plus fort. C'était l'essentiel. Merci Mustapha Kadiri dans cette plongée fascinante, cette période vraiment intéressante. Et je vous signale que vous pouvez facilement trouver des témoignages, ceux-là sont faciles à trouver, de soldats français qui font partie de cette colonne de l'IOT qui va désenclaver Fès, et qui racontent beaucoup leurs aventures. Je pense que c'était assez à la mode en France de lire ce genre de roman d'aventure. Absolument. Dans un Maroc colonial qui était présenté comme une très bonne zone d'expression pour la bravoure et l'héroïsme des soldats français. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté dans ces livres. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast Histoire, les amis. Thank you. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.